Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission, une émission spéciale puisque je reçois sur ce plateau Jean-Paul Fischer, qui est le directeur général de la société SGPG. On en saura un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est une société qui gère la marina de Bas-du-Fort. Maintenant, Jean-Paul Fischer, merci d'être sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous ne parlerons pas forcément de logement social avec vous, puisqu'on vous a connu il y a bien longtemps quand même. Au niveau de la SEM-Samar. Mais juste une petite question, puisque je sais que ça vous colle à la peau. Aujourd'hui, le logement social en Guadeloupe, comment est-ce que vous considérez les choses ? Ça va bien, ça va mal, ça va non, à peu je près pense bien. qu'il y a une crise du logement et que personne aujourd'hui n'a pris la dimension de ce problème. Ni les politiques, ni l'État, ni les bailleurs sociaux. Et qu'effectivement, aujourd'hui, la demande de logement est conséquente, elle est importante. Et les files d'attente, ce qu'on appelle la file active, est conséquente. Et il n'y a pas de politique globale du logement. Ce qui met en cause, et ce qui mettra en cause à terme, ce que j'appelle la cohésion sociale. Déjà, on a un gros problème de cohésion sociale. Et déjà, la fracture sociale en Guadeloupe, elle existe, pour différents facteurs, qu'on prenne le chômage, qu'on prenne le niveau de vie, la cherté de vie. Mais un des facteurs de la cohésion sociale, un des facteurs dans la vie d'une famille ou d'un couple ou de quelqu'un, c'est l'accès au logement et la qualité du logement. Ça détermine l'éducation, ça détermine un certain nombre d'éléments sociaux qui font qu'une société où on n'a pas un logement digne, il y a une société qui est en crise. Est-ce que nous avons réellement les moyens de mener à bien une politique, la politique de logement, logement social en Guadeloupe? Il faut parfois écouter ce que nous disons, ce que nous avons écrit. Effectivement, je dis qu'il y a les moyens, mais il faut les mettre en œuvre. Il faut surtout réformer totalement le système de production de logements sociaux et mettre en place des dispositifs financiers différents, mener une politique d'aménagement. Il faut aussi que les collectivités majeures s'impliquent dans le logement, parce que pour l'instant, on a plutôt le sentiment que ça ne les concerne, parce que ça ne les concerne pas, parce que ce n'est pas de leur compétence. Il y a un travail de sensibilisation, de pédagogie à faire, mais il y a surtout une prise de conscience globale à faire qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème d'accès au logement, d'accès à la propriété, et que le système aujourd'hui est à bout de souffle, tel qu'il fonctionne, il est vraiment à bout de souffle, et qu'à terme, le collectif de la Guadeloupe aura quelques difficultés, et demain, ça peut contribuer à créer une tension sociale supplémentaire. Est-ce qu'il manque de bailleurs en Guadeloupe? Comment? Est-ce qu'il manque de bailleurs? C'est pas le manque de bailleurs aujourd'hui. Les bailleurs existent, mais bon, il faut peut-être qu'ils s'investissent un peu plus dans leur domaine et qu'ils investissent un peu plus. Mais il faut aussi qu'on mette en œuvre une réforme de la politique du logement, des moyens de financement, des ressources, qu'il y ait une politique d'aménagement. Et puis, il faut revenir peut-être à des fondamentaux qu'on a connus antérieurement, qui étaient ceux de la défiscalisation du logement social ou du logement tout court. Souvenez-vous que sous la loi Girardin, chaque particulier pouvait accéder au logement et avait un crédit d'impôt par rapport à son accession ou son investissement. Donc aujourd'hui, il faut que le privé reviennent dans le domaine du logement. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de foncier? Comment? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de foncier? Le foncier, ça s'aménage, ça se récupère, ça se trouve. Il y a une politique à mener aussi en matière d'urbanisme. Au lieu de faire de l'urbanisme horizontal, faisons de l'urbanisme vertical. Il faut densifier les centres-villes, il faut densifier les cœurs de ville. Il y a un travail de réflexion à mener à ce niveau-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a effectivement, les villes se sont étalées progressivement, mais de manière horizontale. Chacun ayant son pavillon ou voulant avoir son pavillon. Mais demain, compte tenu de la configuration et du périmètre de la Guadeloupe, il faudra à un moment donné qu'on accepte de densifier, de créer des villes qui ont 4, 5, enfin des bâtiments de 4, 5, 6, 7 étages, mais des villes qui ont des services, où il y a des écoles, il y a des crèches, il y a des commerces. C'est-à-dire, c'était l'objectif de reconquête du centre-ville mené par Landru. Regardez aujourd'hui, 20 ans après, ce que ça donnait à Pointe-à-Pitre ou même aux Abîmes. L'opération n'est pas concluante parce qu'on n'a pas dès le départ mis en place les moyens ou les outils qu'il fallait mettre en place. Alors, est-ce que
Et je vais en terminer là parce que c'est vrai que c'est Oui, c'est un un grand débat débat. passionnant. C'est un On débat peut, passionnant. Mais est-ce qu'on ne va pas revenir, vaille que vaille, à ce qu'on a détruit, c'est-à-dire des tours de la Gabarre, démesurés, des bah, immeubles démesurés bah, et dont on ne veut plus apparemment? non, mais Alors, ce est-ce que qu'on ne je, sera pas obligé à un moment donné d'y revenir? Non, mais ce que je veux dire, c'est que les tours d'Agabar, c'est effectivement l'évolution normale de l'habitat en Guadeloupe, c'est-à-dire la densification des centres-villes. Mais une tour, c'est pas nécessairement un handicap ou un mal. C'est qu'en fait, ça dépend de la qualité de la tour, ça dépend de la qualité du logement, ça dépend de la gestion de la tour. Mais on peut pas continuer aujourd'hui. Enfin, tout le monde le dit. Enfin, c'est le débat qui est actuellement en cours sur les ZAN, l'artificialisation des sols. On ne peut pas continuer effectivement à utiliser l'espace pour développer l'urbanisme. Par contre, il faut reconquérir les centres-villes, les espaces qui existent, les friches industrielles, et à ce moment-là, travailler sur un urbanisme dense qui permet de répondre à la demande sociale. Une ville avec, vous prenez, on a l'exemple à l'étranger sur un certain nombre de pays ou de cités, une ville qui est effectivement ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, c'est-à-dire qu'à partir d'un quart d'heure, vous pouvez avoir accédé à l'école, à la boulangerie, à l'ensemble des services publics. C'est aujourd'hui un concept urbanistique qui est développé dans un certain nombre de pays et qui fonctionne. Donc je crois qu'en Guadeloupe comme ailleurs, il faut qu'on réfléchisse à l'urbanisme qu'on veut développer, et à la qualité du logement qu'on veut construire, au nombre de logements qu'on veut construire, et surtout comment on peut réduire la fracture sociale pour que l'ensemble de la population puisse accéder à ce que j'appelle un logement digne. À vous entendre, il n'y a pas une vraie politique du logement en Non, il y a Guadeloupe. pas, pour moi, il n'y a pas de vraie politique du logement depuis des années, et que c'est un débat qu'on ne veut pas ouvrir parce qu'en fait, on fait toujours des annonces, le plan Un logement débat 1, gênant? le plan logement 2, le plan logement 3, on aura le plan logement 4, mais la vraie problématique et le vrai problème aujourd'hui n'est pas abordé parce que c'est un choix politique qui est peut-être rude, qui est peut-être difficile, c'est un choix politique qu'il faut faire. Ouais. Qui a la carrure pour faire ce choix? Je pense que c'est une volonté collective. Il faut que chacun, que l'État, que les collectivités majeures, les bailleurs, les maires, enfin que l'ensemble des responsables aujourd'hui prennent conscience du problème. À ce moment-là, c'est pas compliqué, à condition que quand il y a une volonté, il y a un chemin. Est-ce que ce chemin existe? Le chemin existe quand on veut le créer. Je ferme là cette parenthèse sur le logement, mais je ne pouvais pas vous avoir sur ce plateau sans vraiment en parler. Maintenant, vous êtes le directeur général de la société SGPG. Dites-nous un petit peu plus sur cette Société société. de gestion portuaire de la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu la concession 2022 de la marina de Bas-du-Fort, donc le concédant étant le grand port de la Guadeloupe. Et donc c'est la société qui assure la gestion de la marina de Bas-du-Fort depuis maintenant 2022, le 1er janvier 2022. Avant, c'était notre maison mère TAV qui assurait la gestion. Il y a eu une consultation publique à laquelle nous avons répondu et que nous avons remportée. Qu'est-ce qui a changé en termes de gestion? Ce qui change, il y a beaucoup de choses qui changent. Je crois que la première chose qui est, allez vous promener à la marina, vous verrez qu'elle a beaucoup changé déjà en termes d'accueil, de propreté, de qualité des installations, puisqu'actuellement sur 2022 et surtout 2023, nous faisons aujourd'hui près de 10 millions d'euros d'investissement qui portent à la fois sur l'aménagement des berges, sur le solaire, sur la reconstruction de la DARS, la zone technique, c'est-à-dire le grutage des bateaux, le remplacement des pontons qui est en cours, le remplacement des bornes d'amarrage et des bornes de livraison d'énergie, électricité, eau, c'est en cours de remplacement. On reconstruit aussi la station de carburant, c'est en cours, ça va se faire, et l'ensemble de ces travaux sont terminés d'ici mi-novembre. Et progressivement, enfin on change progressivement la marina, son visage et la qualité de l'accueil. Donc investissement conséquent en matière de structure maritime et même terrestre. Et puis aussi évolution progressive de ce que j'appelle moi la culture d'entreprise, c'est-à-dire la qualité de l'accueil et la communication, l'animation, l'événementiel, tout ce qu'on essaie de mettre en place pour rendre cette marina attractive.
Je signale quand même que le pôle Marina Bas du Fort, hein, ce n'est pas simplement la Marina, mais le pôle Marina Bas du Fort, c'est un pôle qui représente aujourd'hui plus de 1000 emplois. Plus de 1000 emplois? Oui, parce que si on prend les commerces, la restauration, les emplois indirects liés à la maintenance, la construction navale, l'entretien des bateaux, la marina, c'est un pôle excessivement conséquent dont la dimension aujourd'hui n'a pas été comprise ou n'est pas comprise aujourd'hui par la puissance publique, notamment les collectivités, et que ça fait partie de mon combat et de mon débat, c'est-à-dire que j'essaye depuis maintenant des semaines et des mois de rappeler à l'ensemble des collectivités majeures et aussi à l'État que ce pôle, il doit être géré, aménagé pour effectivement, enfin vous avez beaucoup de Guadeloupéens et de touristes, quand ils sortent le soir, quand ils vont au restaurant et qu'ils cherchent un endroit d'animation, viennent sur ce secteur-là. Ce secteur doit être réaménagé. On a fait quelques efforts pour la route du Rhum parce qu'effectivement, en termes d'affichage, il fallait accueillir un certain nombre de personnalités. Ce sont des actions ponctuelles. Sur des actions ponctuelles. Mais il faut travailler aujourd'hui sur un véritable projet d'aménagement de la zone qui permette à la fois de le rendre plus accessible, de faciliter le stationnement, mais surtout aussi d'assurer la sécurité, le nettoyage, parce qu'on a beaucoup d'incivilité aujourd'hui sur ce site et c'est un point sur lequel j'alerte régulièrement tout le monde, mais je n'ai pas nécessairement beaucoup de réponses. J'allais y arriver. Lorsque vous réfléchissez, lorsque vous pensez cette marina, lorsque vous mettez les choses en perspective, comment voyez-vous le développement et quelles sont les priorités pour vous? Je pense qu'il y a un point sur lequel on commence effectivement à prendre conscience de l'importance de ce qu'on appelle l'économie bleue, hein, c'est-à-dire les potentialités de développement qui sont liées à la mer, à l'utilisation de la mer et sur l'ensemble du territoire. Ceci étant, je dis peut-être brutalement, pour l'instant, ça reste beaucoup au niveau du discours. Hein, parce que l'économie bleue, ce sont des investissements, c'est aussi la protection de l'environnement. Il y a des élus qui en parlent, on se rend compte, on se rappelle, à Richalus, on a beaucoup parlé à une époque. Donc, je sais bien que c'est pas simplement à Richalus, hein, c'est l'ensemble des régions, métropoles ou même de l'Europe, hein, où effectivement le thème de l'économie bleue est devenu un thème central. La problématique de ce thème, c'est que ça reste pour moi, pour l'instant, beaucoup au niveau de l'annonce, de l'affichage, et que de l'autre côté, on n'a pas mis en place ni les structures, ni les infrastructures, ni les moyens pour la développer. On peut aborder le sujet de la Guadeloupe. Aujourd'hui, la marina de Bas du Fort, elle évolue parce que nous, société SEBG, nous faisons des investissements massifs qui vont continuer sur 2024 et même sur 2025. Donc, on s'est engagé financièrement de manière conséquente. Mais il faudrait peut-être réfléchir sur l'évolution de la plaisance sur l'ensemble de la Guadeloupe, sur l'évolution de la construction navale ou de la réparation navale. Savez-vous que le chiffre annuel de la réparation navale sur la Caraïbe représente environ 600 millions de dollars? Et sur ces 600 millions de dollars, aujourd'hui, la Guadeloupe n'en récupère pas beaucoup. Donc il faudrait développer, améliorer la construction et la réparation navale, créer un site dédié pour qu'effectivement demain on puisse accueillir les méga-yachts, enfin l'ensemble des bateaux ou des bateaux qui ont besoin de maintenance et qui, au lieu d'aller à Porto Rico ou ailleurs, pourraient venir, ou même en partie hollandaise, pourraient venir en partie en Guadeloupe ou même en partie française de Saint-Martin. Donc là, ça suppose une stratégie. Et sur cette stratégie, aujourd'hui, on a émis un certain nombre de documents, mais l'application réelle, la mise en œuvre, la traduction de ces attentions, elle ne s'est pas faite sur le terrain. Alors que là, il y a vraiment un gisement d'emploi à forte plus-value qui existe. On a un peu de mal à le faire comprendre. On a un peu de mal à le mettre en œuvre et c'est vraiment un des sujets sur lesquels l'économie bleue, aujourd'hui, on en parle. Ça fait partie de l'affichage politique au moment de la route du Rhum, mais après, la traduction réelle sur la suite, elle est quand même moins marquée.
Ouais. Donc, les élus en première ligne sur ce dossier d'économie bleue. Je pense que tout le monde, ça concerne pas simplement les élus, bien sûr quand ça concerne les collectivités majeures ou la région, ça concerne aussi l'État. Puis ça concerne aussi les industriels. Hein. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui sur une stratégie à terme de développement de la plaisance, de la grande plaisance, des méga-yachts, de la maintenance et tous les métiers liés. Après, vous avez la plongée, vous avez la plongée sous-marine, vous avez plein d'activités liées à la mer qui aujourd'hui sont de nature à ramener du tourisme, à ramener des touristes, puisque la Guadeloupe, c'est pas simplement des cocotiers à la plage, hein, ce sont des activités à la fois sportives, ludiques, culturelles, et il faut travailler sur ce secteur-là pour rendre la Guadeloupe beaucoup plus attractive. La marina, c'est combien de bateaux? Aujourd'hui, la marina, c'est 1250 places d'amarrage et c'est une centaine de mouillages. Donc, c'est la plus grande marina de la Caraïbe. Hein. D'accord. Les recettes et les dépenses? Le budget annuel de la marina aujourd'hui, c'est aux environs de 8 millions d'euros. Quoi. Donc 8 millions d'euros, les recettes sont liées à la vente de carburant, l'amarrage, la maintenance technique et les dépenses, c'est le personnel, les redevances qu'on paye au grand port maritime et puis la politique de maintenance, d'entretien et d'investissement qu'on mène aujourd'hui en charge. D'accord. Maintenant, vous avez mis l'accent sur un aspect important, la propreté. Alors, vous dites qu'il faut que ça soit une marina qui se développe. Alors, comment est-ce qu'une marina peut se développer s'il n'y a pas de sécurité et s'il n'y a pas cet aspect propreté? D'ailleurs, les propriétaires de logements et même les locataires ont eu à tirer la sonnette d'alarme en disant oui, mais à la marina, ça ne va pas. Parce qu'il y a des déchets, il y a des déchets un petit peu à droite, à gauche, et ça ne va vraiment pas. Je pense qu'il y a deux faces du dossier. Le premier, c'est le périmètre propre que nous gérons. Là, effectivement, je suis en responsabilité directe de la propreté, de la sécurité. Je pense globalement qu'on a beaucoup évolué et qu'on le maîtrise. On ne le maîtrise pas suffisamment parce qu'on subit les conséquences de la partie extérieure. Dès qu'on sort du périmètre de la concession, donc, que je maîtrise, on est dans le domaine public. Et dans le domaine public, je n'ai absolument pas la compétence pour intervenir et ni les moyens. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si la propreté n'est pas là, si la sécurité n'est pas là, il faudrait peut-être interpeller les collectivités qui sont concernées, c'est-à-dire la ville de Pointe-à-Pitre et même la ville de Gosier. On a eu un coup de main de Cap Excellence, je crois qu'il faut qu'il continue dans ce domaine-là, et il faut aussi que l'État intervienne. Aujourd'hui, on a des squats qui se développent sur le site. Moi, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'autorité, je n'ai pas la compétence pour éliminer ces squats alors qu'ils sont facteurs d'incivilité. Enfin, en dernier lieu, il faut aussi que tous ceux qui se plaignent aujourd'hui, je parle notamment des propriétaires ou des copropriétaires comme des commerçants, et aussi, je dirais, un comportement citoyen, qu'effectivement, ils mettent en place les travaux nécessaires pour que l'assainissement collectif fonctionne, pour que leurs poubelles ne débordent pas, pour que les cartons des commerçants ne sont pas mis n'importe où, et de ceci, cela. Donc, bien sûr, il faut que ce soit mieux. Il faut que ce soit mieux géré, il faut que ce soit propre, il faut qu'il y ait une sécurité. Mais au-delà de mon domaine de compétence, c'est-à-dire le périmètre interne de la marina, je n'ai pas beaucoup de moyens d'intervenir, même si je l'ai fait pendant la route du Rhum, parce qu'il fallait que l'image de la Guadeloupe ne soit pas ternie par un certain nombre d'incivilités. Vous n'avez pas beaucoup de moyens d'intervenir, pourtant, c'est vrai que là où vous pouvez agir se trouve dans un ensemble, et si à l'extérieur, il n'y a pas de solution, l'impact sera sur... Il y a des solutions. Il y a des solutions. Moi, j'ai interpellé à nouveau, j'arrête pas d'interpeller l'ensemble des autorités publiques pour qu'on ait une réunion de travail pour savoir comment on peut gérer. Le premier problème, c'est les incivilités, c'est-à-dire le nombre de SDF, dealers et autres qui traînent sur le site et qui pose problème, notamment le soir et la nuit.
il y a le problème du nettoyage des poubelles, il y a le problème du nettoyage des parkings, mais tout ça, ça fait partie d'une politique publique. Et puis après, ça pose le problème à terme de l'aménagement de l'ensemble du site. Et sur l'aménagement de l'ensemble du site, il faut effectivement qu'il y ait une vision, une stratégie, un plan d'aménagement et qu'effectivement on dégage des moyens financiers qui permettent à un moment donné de donner à ce pôle touristique sa véritable nature, sa véritable destination. C'est le seul vrai pôle touristique aujourd'hui de la région pointoise. Hein. C'est-à-dire que les gens, quand ils sortent le soir, ils vont généralement sur la marina, quoi. Oui. Est-ce qu'on a estimé le nombre de visiteurs Je ne sais pas, mais enfin bon, mais quand je vois, le soir, enfin le nombre de visiteurs, la marina, enfin le soir, la marina est toujours pleine. Enfin c'est toujours pleine, on le voit au nombre de voitures qui sont garées n'importe où d'ailleurs. Hein, donc voilà. Et là aussi, il faut revoir les parkings. Il faut retravailler le stationnement, il Oui. faut trouver des solutions. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Il va falloir trouver des parkings de dissuasion à l'extérieur avec éventuellement des navettes qui font le ramassage des personnes qui viennent à la marina. Il faut trouver des solutions qui soient des solutions intelligentes, qui permettent à l'ensemble de respirer, d'être aménagé et de répondre. Bon, aujourd'hui, la marina, enfin on est quoi, on est jeudi aujourd'hui, c'est même au Maribonne. Ce soir, vous allez voir, c'est l'embouteillage permanent pour jusqu'à 23h, 24h. Quoi. Donc en fait, il faut à un moment donné que les collectivités majeures, que l'ensemble des partenaires se mettent autour de la table, qu'on travaille sur un plan d'aménagement, qu'on réfléchisse sur le développement de la zone, parce qu'il y a des potentialités d'emploi fortes. Est-ce que pour les collectivités, c'est une priorité, la marina? Non, parce que bon, la marina, c'est un peu un gadget. Hein, j'allais dire, après tout, je vais le dire, hein, pendant les années, on a considéré que la marina était un truc à blanc. Quoi. Aujourd'hui, c'est plus un truc à blanc. Hein, c'est-à-dire que les Guadeloupéens ont totalement investi la marina et le nombre de propriétaires de bateaux, ce sont des Guadeloupéens et des locaux. Donc en fait, il faut que cette image évolue et qu'à partir de cette image, on se rende compte que la marina aujourd'hui, c'est aussi important que les hôtels, sur la pointe de la verdure. Donc en fait, il y a autant d'emplois, il y a autant de potentialités, il y a autant de richesses produites à travers la marina que sur ce site. Alors, la marina a-t-elle obtenu finalement ce label national qualité plaisance? Le problème, on ne l'a pas pour l'instant obtenu pour la bonne raison qu'on est soumis à qu'on subit, pardon, mais pas soumis, on subit des rejets permanents d'assainissement qui proviennent à la fois des copropriétés qui sont à côté, qui proviennent du CROUS qui est à côté, sur lequel nous intervenons, ou j'interviens maintenant depuis quelques mois, avec des mises en demeure. On a demandé aussi au syndicat mixte d'effectuer un certain nombre de travaux de réhabilitation des réseaux. Une fois que ce sera traité, parce qu'on en subit les conséquences, effectivement, on retrouvera une qualité... Je rappelle que ça a été lancé par la Fédération française Port et Plaisance. Oui, non, enfin, on est relativement... On a eu le prix d'excellence des ports de plaisance en 2022. Donc, en fait, on est plutôt bien coté. Ceci étant, on a des progrès. On a des progrès à faire surtout sur l'accueil, le nettoyage, le numérique, l'environnement. Mais ça fait partie du schéma qu'on va développer sur les 10 années à venir, puisqu'on est concessionnaire pendant 10 ans. 2022, 2023, ce sont les années de gros investissements. Et parallèlement, à partir de 2024, 2025, c'est l'amélioration de la gestion, l'amélioration de l'accueil, la digitalisation de la marina, le développement du numérique. Voilà, on ne peut pas mener tous les combats en même temps. Puis ensuite, c'est un problème de moyens. Hein. Voilà, la marina, c'est 8 millions d'euros, c'est pas 20 millions. Quoi. Voilà. Il faudrait combien pour être à l'aise? Non, il faut... Dans l'action. Le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est que tout cela s'inscrit dans le temps et dans la durée. Donc, il faut effectivement la stratégie, mener chaque opération après chaque opération. Aujourd'hui, effectivement, on réfléchit sur l'évolution de l'accueil, sur la numérisation de la marina, mais on le mettra en œuvre lorsque nos gros investissements sont réalisés, qui seront réalisés fin 2024. Quoi. Quels sont, alors nous sommes presque arrivés au terme de cette émission, quelles sont les actions, je vais dire difficiles,
qui devront être prises dans les mois, les semaines Bah, ou les mois à venir? pour moi, il n'y a pas d'action difficile, hein. Il n'y a que la volonté de faire qui doit exister. Donc on fait des actions Il difficiles. y a des décisions difficiles. Les décisions difficiles, il n'y a pas de décision difficile. Décision aujourd'hui qu'il faut poser, et je redis ce que je viens de dire tout à l'heure. Décisions impopulaires. Hein? Décisions impopulaires. Les décisions impopulaires, c'est effectivement que chacun respecte le stationnement, que les poubelles, on les mette dans les poubelles, qu'on résolve le problème de l'incivilité. Mais enfin, tout ça sont des actions collectives. Et moi, je dis, il n'y a pas de décision difficile. Il y a simplement aujourd'hui une volonté de faire. Et il faut que les collectivités, que ce soit le conseil régional, le conseil départemental, Cap Excellence et l'ensemble des villes, Pointe-à-Pitre, Gosier, avec le Grand Port Maritime et nous-mêmes, on se met autour de la table et on décide de travailler sur les 10 ans qui viennent, sur un plan stratégique visant à remettre en état les infrastructures, visant à assurer la sécurité des visiteurs, visant à assurer la propreté et l'ensemble de la marina, et puis aussi à améliorer l'accueil des touristes et de la population locale. Voilà, ce ne sont pas des décisions difficiles, ce sont simplement des actions qu'on peut parfaitement mener. Il faut trouver les moyens, il faut avoir la volonté de le faire. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Les ressources, faudra les trouver, mais chacun va chercher de son côté pour essayer de financer les opérations. Merci Jean-Paul Fichère d'être Merci à vous de m'avoir reçu plateau ce matin. Et puis, j'invite l'ensemble de la population de la Guadeloupe de venir voir la marina, de voir son évolution, et ils sont accueillis. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.